Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les trypanosomoses. Ceci constitue le deuxième module sur les protozooses. Et tout naturellement, je vais commencer par une proposition de plan au cours duquel on va définir ce que c'est que les trypanosomoses. Puis on va décrire le parasite, puis son cycle biologique, on va parler des vecteurs et puis on va parler de la lutte. Quelques techniques de persuasion pour commencer. Là, nous avons Cristiano Ronaldo avec ses 5 ballons d'or. J'ai appris qu'il y en a plus. Ceci montre que ce n'est pas ma tasse de café. Toujours est-il que mon objectif, c'est de stimuler les jeunes à travailler, à se fixer un objectif. Et vous voyez bien, l'objectif ressemble à cette clé qui est tenue à l'avant, qui constitue comme l'étoile polaire qui vous oriente. Les escaliers sont l'expression de l'effort et puis il y a l'étudiante ou l'étudiant qui doit gravir ces escaliers pour arriver à son but qui constitue son succès. Ceci juste pour dire que l'effort a un prix et si vous voulez arriver à ce succès qui brille de tout son éclat, il y a des escaliers à gravir, il y a des efforts à faire, il y a des maillots à mouiller comme disent les footballeurs ou bien il y a des montagnes à franchir. J'ai bien dit trypanosomose avec S, ceci juste pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule maladie qui s'appelle la trypanosomose, il y a plusieurs trypanosomoses. Eh bien, les trypanosomoses sont des maladies parasitaires causées par la présence dans l'organisme d'un protozoaire du genre Trypanosoma. Elle affecte aussi bien l'homme que les animaux. Ceci veut dire que c'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, mais elle n'est pas une zoonose. Autrement dit, elle n'est pas transmissible de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Mais par contre, elle affecte les bovins, les camélins, les chevaux, les porcins et même les animaux sauvages. Elle est appelée Nagana chez les bovins. Ceci me rappelle notre professeur Louis-Joseph Pangui. Elle est appelée Sura chez les camélins et elle est appelée Ladurine chez le chevaux. Donc je répète une fois de plus, la trypanosomose est appelée Nagana chez les bovins, elle est appelée Sura chez les camélins, elle est appelée Ladurine chez le chevaux. Il existe deux types de trypanosomose humaine. Il y a la trypanosomose humaine américaine qui est appelée la maladie de Chagas. Et il y a la trypanosomose humaine africaine qui est appelée la maladie du sommeil. La trypanosomose humaine américaine est due à Trypanosoma cruzi qui est transmis par une punaise hématophage, à savoir Triatoma infestans, Triatoma proctata et Rhodnix prolixus. Donc, tout ceci sont des punaises qui transmettent Trypanosoma cruzi, responsable de la maladie du Chagas ou la trypanosomose américaine. Quant à la trypanosomose humaine africaine, communément appelée la maladie du sommeil, elle est due à Trypanosoma gambiense, qui est transmis par Glossina parpalis, et Trypanosoma rhodesiense, qui est transmis par Trypanosoma morsitans. En effet, les premières études réalisées par des Américains ont été réalisées en Gambie, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, et c'est là-bas qu'ils ont mis en évidence le premier trypanosome, qu'on a nommé Trypanosoma gambiense, et le vecteur c'est Glossina palpalis. Il y avait aussi une autre équipe en Afrique de l'Est qui travaillait en Rhodésie, qui est actuellement appelé le Zimbabwe, car le président zimbabwéen a bien voulu changer le nom de la Rhodésie pour lui donner le nouveau nom qui s'appelle Zimbabwe. Et ce président, c'est Robert Mugabe, l'un des plus grands panafricanistes. Donc, en Rhodésie, ils ont trouvé, ou ils ont mis en évidence Trypanosoma rhodesiense, du nom de la Rhodésie. Et à ce niveau,
la transmission est assurée par Glossina morsitans. Parlons à présent du parasite, autrement dit du trypanosome. C'est un parasite flagellé du genre Trypanosoma. Il est transmis à l'homme par la piqûre d'une mouche appelée la glossine, Glossina palpalis et Glossina morsitans. Et bien cette glossine est aussi appelée la mouche tsetse, et ce mot tsetse exprime la caractéristique de son vol, car lorsque cette mouche vole, elle fait un bruit caractéristique qui lui a donné son nom. Elle fait pratiquement bzz, 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 qui lui a donné le nom de mouche tsetse. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un étalement mince et nous avons des globules rouges et nous avons des parasites qui sont des trypanosomes. Et ces trypanosomes sont assez caractéristiques par leur cytoplasme à l'intérieur duquel se trouve le noyau. Et l'une des particularités aussi, c'est ce flagelle qui permet la motilité du parasite. Et là, nous avons la glossine, autrement dit la mouche tsetse, qui est relativement grande, plus grosse que la mouche domestique, Musca domestica, et qui est assez caractéristique lors de son vol. Le parasite est d'abord dans le sang, puis dans le liquide céphalo-rachidien, autrement dit dans le LCR. C'est lorsqu'il arrive à la phase neurologique de la maladie qu'on observe les perturbations du rythme du sommeil. En effet, les patients souffrant de la trypanosomose ont une insomnie la nuit et ils tombent dans un sommeil profond le jour. Donc c'est comme s'ils ont le rythme circadien qui est perturbé. Au lieu de dormir la nuit et de rester éveillés le jour, eh bien eux restent éveillés la nuit et ils tombent dans un sommeil profond la nuit. Et malheureusement, cette maladie se termine généralement par la mort. Parlons à présent du cycle du parasite. C'est un cycle dioxène, autrement dit, c'est un cycle qui fait intervenir deux hôtes. Un hôte définitif qui est l'homme et un hôte intermédiaire qui est la mouche dans le cadre, la mouche tsetse dans le cadre de la trypanosomose africaine, et puis dans le cadre de la trypanosomose américaine, la punaise. Donc au cours de son cycle, le parasite peut avoir plusieurs formes et il y a exactement 4 formes. Il y a la première forme qui s'appelle la forme amastygote, c'est la forme avec le privatif A, qui veut dire qu'il n'a pas de flagelle. La deuxième forme, c'est la forme promastygote. Dans ce cas, il y a un kinétoplaste à l'extrémité et un long flagelle. Il y a la forme épimastygote qui est caractérisée par la présence d'un flagelle sur la moitié du corps du parasite. Et puis, il y a la forme trypomastygote avec un flagelle tout le long du corps du parasite. Mais comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons la forme amastygote, autrement dit sans flagelle. Là, nous avons la forme promastygote avec son kinétoplaste. Et puis là, nous avons la forme épimastygote avec un flagelle sur la moitié du corps. Et puis là, nous avons la forme trypomastygote avec un flagelle sur tout le corps du sujet. Ce sont les différentes formes que peuvent prendre le parasite. Eh bien là, il s'agit du cycle biologique du parasite qu'on va décrire. Comme je le disais, c'est un cycle dioxène qui commence chez l'homme. En effet, lors de son repas sanguin, la mouche transmet les trypanosomes métacycliques au point de piqûre de la mouche provoquant un nodule. Les trypanosomes se transforment les trypanosomes se transforment en forme succulente qu'on appelle trypomastygote et qui sont transportés dans d'autres sites au-delà du site d'inoculation du parasite. Eh bien, les trypomastygotes
se multiplient par division, qui est une scisciparité, et puis ils vont envahir les fluides organiques, en particulier le sang, la lymphe et le liquide céphalo-rachidien. Le tripomastigote circulant dans le sang seront ingérés par la mouche tsetse lors d'un autre repas sanguin sur un sujet qui est infesté. Dans le tube digestif de la mouche tsetse, au bout de 10 à 12 jours, les tripomastigotes se multiplient par scisciparité et se transforment en tripomastigotes procycliques. Ces derniers quittent l'intestin et se transforment en épimastigotes. Les épimastigotes se multiplient dans la glande salivaire et se transforment en promastigotes métacycliques qui seront inoculés lors d'un prochain repas sanguin. Là, nous avons le cas particulier de la maladie de Chagas où c'est pratiquement le même cycle, sauf que ici, nous avons plutôt une punaise qui est responsable de la transmission et non une mouche tsetse. Parlons à présent du vecteur. Le vecteur, c'est une mouche de grande taille. Elle ressemble à une mouche ordinaire, mais elle est 5 fois plus grosse. Elle fait un bruit caractéristique lors de son vol qui lui a valu le nom de mouche tsetse. Donc, comme je le disais dans l'introduction, la mouche vole en émettant un bruit bzz, 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 qui lui a donné son nom. Et bien là, nous avons la gloussine ou la mouche tsetse, très caractéristique. En ce qui concerne la reproduction du vecteur, la femelle, elle est larvipare. Autrement dit, elle n'est pas ovipare. Elle ne pond pas des œufs. Elle émet directement des larves. Elle émet dans un sol meuble et ombragé environ 8 à 15 larves qui s'enfuient aussitôt dans le sol. Puis, elle se transforme en nymphe. Au bout de 4 semaines de nymphose, il en sort à la mue un imago, qui est un insecte adulte qui vole. Quel rapport y a-t-il entre le vecteur et l'homme? En effet, le mâle et la femelle sont exclusivement hématophages et se nourrissent de sang. Ils prennent leur repas tous les 2 jours et ils piquent uniquement dans la journée. Ils piquent aussi bien l'homme que les animaux. Et parmi les animaux, il y a les bovins, les équins, les camélins, comme décrit dans l'introduction. En ce qui concerne la distribution géographique du vecteur, il faut dire que la répartition des glossines correspond à la localisation de la maladie, c'est-à-dire la répartition des glossines correspond à la localisation de la maladie qu'elle distribue, c'est-à-dire la maladie du sommeil. Donc ceci veut dire que la zone de répartition géographique de la maladie se superpose à la zone de présence de la glossine. Cette maladie se rencontre surtout en Afrique entre le 15e degré de latitude nord et le 15e degré de latitude sud. Donc cette zone se délimite en 2 régions. En Afrique de l'Ouest, on rencontre Glossina palpalis, responsable de la transmission de Trypanosoma gambiensis, et en Afrique de l'Est, on rencontre Glossina morsitans qui est responsable de la transmission de Trypanosoma rhodesiensis. Et bien voilà les zones de répartition avec une couleur plus intense si la mortalité attribuable à la maladie est beaucoup plus intense. Donc nous voyons des zones comme le Nigeria, comme le Mali, la Rhodésie. Ici, nous avons l'Éthiopie ou l'Érythrée. Non, je pense plutôt que c'est l'Éthiopie et là, la Tanzanie, qui sont les zones de forte incidence de la maladie. Parlons à présent de la lutte. La lutte est limitée à la lutte contre les vers adultes, car les larves sont non seulement enfouies dans le sol, mais aussi et surtout les insecticides conventionnels ne les tuent pas. Donc, pour les vastes étendues de savane, l'épandage de DDT ont donné, par contre, des résultats importants.
Donc, dans les années 1940-1950, la maladie était un grand fléau en Afrique. C'est ce qui a été à l'origine de la création des centres médicaux spécialisés, communément appelés tripanos. La lutte contre la glossine se fait au moyen de feux de brousse, mais aussi de pièges, dont il existe plusieurs modèles. Et l'une des caractéristiques des pièges à glossine, c'est la couleur bleue, qui attire particulièrement les glossines. Eh bien, voilà un exemple. Donc, il y a la couleur bleue. Les glossines vont s'engouffrer et puis elles vont se retrouver piégées en haut et après, on va les exterminer. Là aussi, c'est un autre piège. Là aussi, ce sont des pièges à glossines. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce modèle qui est relatif à la trypanosomose ou les trypanosomoses. Je ne terminerai pas sans tout naturellement vous demander de vous abonner afin de recevoir automatiquement nos autres modules, mais aussi et surtout de vous demander de partager afin de soutenir la chaîne et que l'algorithme de YouTube puisse proposer ce module aux jeunes. Nous avons la ferme conviction que c'est essentiellement par l'acquisition de la science et de la technologie, sans oublier leur application, qui nous permettra, autant pour moi, de changer nos conditions de vie. Sur ce, comme le disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents et mettez en application pour créer de la valeur, pour obtenir des compétences. Et c'est ainsi que vous serez autonome. Vous ne serez plus obligé de chercher un travail à la fonction publique. Vous pouvez être vos propres auto-employeurs en mettant en place vos entreprises qui vous permettront d'atteindre votre autonomie financière. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain module.